Si vous permettez, je vais mettre mon casque pour mieux m'entendre et pas parler de travers. Alors ces carnets, ça fait là quelques mois que j'essaye de les tenir même au quotidien. C'est la contrainte de le prendre au quotidien qui pousse là à venir au plus près des lectures. Benjamin, j'ai deux bords. C'est le travail sur soi que induit l'idée même là de qu'est-ce que t'as dans le sac là-dessus. Alors des fois, c'est les réactions, dire oh c'est chouette ce que tu fais là, cette histoire de Rimbaud asservi à la vente de chemises par Gallimard, bah ouais, ça nous fait mal quoi. Alors plusieurs trucs. Pourquoi c'est pas de la rigolade? Pourquoi c'est pas histoire de... Bah, c'est facile de s'amuser à faire du pamphlet. Vous écoutez France Inter tous les matins et ces humoristes et tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Indépendamment du fait, j'aime pas la radio, j'écoute pas la radio. Nous, notre radio, elle est là. C'est ça. On est tout seul. Alors, où ça touche à des trucs graves? Pour moi, si je pense Rimbaud, pour moi, l'écrivaine, l'écrivain, l'autrice, l'auteur, Daniel Colobert, décédé en 1978. Pour moi, c'est un siècle pile de distance, la plus rimbaldienne de tous les écrivains. Indépendamment de... Là, j'ai relu là, tout ce matin, là, depuis il faisait encore nuit, j'ai pris Le besoin où nous sommes de Rimbaud, de Yves Bonnefoy. J'ai regardé mon cher vieux Pierrot Michon avec son Rimbaud le fils qui devait s'appeler Rimbaud le frère ou le frère de Rimbaud, et puis arrivé au 11e chapitre, il dit « Oh, mais je n'ai toujours pas parlé du frère, je fais que parler de Rimbaud et Sam. » Ah, il y a Bobillet qui lui pique le manus, et voilà, et puis il y en a d'autres, évidemment, il y en a d'autres. Mais j'ai repris les œuvres 1, œuvre 2 de Daniel Colobert. Alors vous savez que le tome 1, préparé par Françoise Morvan, ce qui n'est pas rien, y compris pour sa proximité avec la mère de Daniel Colobert à Rospordin, elle dit c'est facile, tu prends les choses publiées, meurtre, dire 1 et 2, on lui trouvait autrefois chez Mona Lisa, pendant des années c'était inaccessible. Ouais, j'ai même gardé mon vieux démoli, puis j'en avais racheté un autre. Bon, maintenant c'est costaud, puis tout ça, j'ai des trucs numériques. Et puis Il donc, et puis Survie. Donc meurtre, dire 1 et 2, Il donc, Survie. 4 morceaux publiés. Premier chez Gallimard parce que Minuit en avait pas voulu, pour lui c'était trop proche de Beckett. Bon, ils ont fait une bêtise, mais après Gallimard, bah, évidemment c'était bien trop radical pour eux. Donc c'est Jean-Pierre Faye chez Change qui a publié la suite. Et puis donc le tome 2 de Daniel Colobert, où là Françoise Morvan disait ouais super fastoche les œuvres de Daniel Colobert. Il y a 4 livres publiés, et puis elle tombe là sur les archives. Les journaux, les ébauches, les fragments de meurtres qu'elle n'a pas repris dans le livre, alors qu'ils sont bon. Et puis son journal, ses voyages à New York, ses retours à Paris. Bah ouais, quelqu'un qui voyage siècle à main, avec un Rimbaud dans son sac et tout ça. Et bah aujourd'hui, où on en est? POL, Polo Tchaïkovski-Laurence. C'est propriété de Gallimard, filiale, asservie. Frédéric Boyer, c'est un ami, immense estime pour lui. Est-ce que c'est lui qui décide de... J'aimerais bien rééditer le volume 1 des œuvres de Colobert. Non. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que Gallimard vend des chemises, mais si tu cherches œuvres 1 et 2 de Daniel Colobert, ouais, le 2 il en reste, et le 1, bah, ça fait maintenant au moins 2 ou 4 ans qu'on n'en a pas. C'est là où c'est grave. Moi, Colobert, j'ai même acheté à chaque fois que, aux US, je retrouve ses livres, Murder, meurtre. C'est curieux de lire en américain, un auteur qu'on connaît par cœur en français. Et le Il donc, là. En gros, même, je pense que s'il n'y avait pas eu cette rade et cette reconnaissance américaine, c'est pas sûr qu'on aurait pu obtenir la réédition. Voilà, c'est ça, je voulais quand même le dire un peu, parce que c'est pas la question de Rimbaud en tant que tel, c'est la question qu'à côté de ça, Gallimard empêche Boyer de rééditer œuvre 1 de Colobert. Allez, maintenant on revient sérieux. Alors comment ça a commencé? C'est que
C'était mercredi soir chez JBR, qu'on fait toujours, là, étage par étage. C'est un truc, tu passes un rayon, un rayon. J'aperçois ce petite réédition NRF Gallimard, 5,90 €. Mais vous savez que les poésies Gallimard, à peine tu les lis, les reliures se cassent. Celui-ci, il y a eu un effort là, sur l'épaisseur du papier de couve, et surtout, 0 note, une typo très correcte par rapport à ce dont je me souviens des reprints de l'édition originale Une saison en enfer, quelques reproductions des Manus. Et bon, je le prends. Moi, c'est pareil, je veux tenez, un petit Baudelaire, là, comme ça. C'est pas quelqu'un. Non, ça, c'est Yves Bonnefoy. Où il est mon Fleur du Mal en poche? Bon, c'est pas grave. Mais c'est des bouquins que j'aime avoir là, tout le temps dans la poche, tout le temps dans le sac. C'est pas 1000, c'est pas. Mais là, t'es là, t'attends dans une salle d'attente de médecin quelconque. Hop, là, tu prends ton truc. C'est important. Donc, pas de regret, 5,90 €. J'ai rien voulu en savoir d'autre. Alors, hier, là, quand je suis tombé sur ces trucs de pub pour les chemises, boum, voilà où on était tombé, Gallimard. Bon, qui tombe comme ils veulent, où ils veulent. Oh là là, qui s'approprie POL, qui s'approprie Minuit, Bon, c'est pas mes oignons, c'est l'histoire de fric de la grande bourgeoisie. Et oui, mais Rimbaud, ça leur appartient pas. Ça nous appartient à nous tous. Et là, alors moi j'ai fait mon petit truc là sur cette pub là qui me révoltait, et puis plusieurs qui m'ont dit ah ouais mais t'as vu qui avait signé la préface? Je l'ai même pas vu. Alors c'est un type qui s'appelle Yannick Enel, qui est certainement un gars, bon c'est un auteur paraît-il respectable, j'ai pas mal de copains qui sont copains avec lui. Moi, ce type a commencé dans sa vie d'auteur par nous balancer. Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est Collectif Inculte, je ne sais pas, je ne veux même pas, parce que Collectif Inculte, depuis, il y en a plusieurs qui sont devenus des proches et des amis solides. Donc, laissons tomber, mais c'était signé Enel. Et ce type, il disait oh ouais, mais toute cette génération, les bons, etc., ils sont gavés de Blanchot. Ils sont morts d'avance parce qu'ils se sont gavés de Maurice Blanchot. Voilà, en gros, c'était ça, je m'en souviens. Mais moi, je m'étais bien juré que ce Enel, non, jamais je le croiserai dans un couloir, que jamais je le croiserai dans un débat ou quoi que ce soit, que jamais je lirai ses livres. Puis ça, écoute, de toute façon, moi, t'en faire la petite liste, mais c'est une question de survie et de dignité. Quand t'as un truc comme ça, un type qui t'attaque, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, qu'est-ce que je fais dans mes carnets? Moi, je parle de ce que j'aime pas? Non, je parle de ce que je respecte, j'estime et je le défends. Donc j'ai regardé. Alors évidemment, là, t'as 3 pages. Bon, c'est pas cher, c'est clean. Il n'y a aucun problème. C'est honnête, quoi. Simplement, il y a un truc. L'histoire des chemises. Les chemises, tu achètes là à 135 balles ta liquette, en lin. Et il y a Arnaud Maisetti, si vous cherchez les carnets Arnaud Maisetti, lui il a fait un truc complémentaire, il a cherché qu'est-ce que c'était. Qui c'était? Les propriétaires financiers de là, cette boîte de freluquet de la liquette là. Et puis d'un autre côté, Maisetti, ah ouais tiens, c'est marrant, c'est le jour même où LVMH... Bernard Arnault, oh, un pauvre, vient d'entrer dans Gallimard avec 9,5% du capital. Tu vois, les questions, où elles sont? Alors moi, Enel, je ne sais même pas comment ça se prononce, puis je m'en suis jamais pris à lui, alors que pourtant il y a au moins 20 ans, là, attaquons les bons, et tu verras comment on va devenir célèbre en littérature, non, c'est pas comme ça que ça se passe. De toute façon, ça lui a servi à rien, et puis Blanchot, il est toujours là, lui, il y sera peut-être pas aussi longtemps. Sont tombés. Ouais, mais le truc de la liquette. T'achètes ta liquette chez Foutriquet, t'as une petite broderie. Et la petite broderie, discrètement sous le col, là, c'est une phrase de Rimbaud. L'amour est à réinventer. Tu parles que c'est significatif de Rimbaud. Oh, Enel, il est pas con. Hein. Par exemple, il ouvre, il reprend à Bonnefoy directement. Il a réouvert son Bonnefoy, notre besoin de Rimbaud. Et le Bonnefoy, il s'ouvre par ce truc. On n'a pas suffisamment compris la première page d'une saison en enfer qui dit que la clé, c'est la charité dans Mauvais Sang. Et bon, et donc il reprend, là, sans citer évidemment, l'idée de Yves Bonnefoy. Et bah c'est ça où c'est honnête. Ouais, cette phrase-là, que la clé c'est la charité, c'est quoi la charité? C'est ce geste entre
langage et amour. Donc il a, hop là, bonne foi, il n'y a pas de problème. Il est décédé il y a 6 ans maintenant de ça. Il peut toujours faire ça. Simplement, je l'ai lu en entier. C'est pas long. Pas long, puis c'est du robinet d'eau tiède. Mais t'arrives à la dernière phrase, paragraphe. Je l'ai dit, je reste fidèle à ma première illumination. Écrire consiste à tourner cette clé, c'est-à-dire à faire entendre un nouvel amour du langage. C'est-à-dire que dans la rhétorique de M. Haenel, Haenel, il y a explicitement la référence au fait que les liquettes vendues 135 balles, il y aura l'amour à réinventer. C'est-à-dire que quand on lui commande, je ne sais pas combien il a touché, oh, en général, t'es payé 350 balles, 400 balles pour un truc comme ça, pour 3 pages. Je pense que tu multiplies par 4 ou 5, puisqu'ils avaient de l'argent avec les foutriquets de la liquette. Ça a dû être un peu plus. Bon, on ne le saura pas, puis c'est pas grave. Chacun gagne sa vie comme il peut. N'empêche que, par cette ultime phrase de ces 3 pages, faire entendre un nouvel amour du langage. Monsieur était dûment prévenu que dans le cahier des charges de ces 3 pages sur Rimbaud, repiqué de Yves Bonnefoy sans le dire, la clé c'est la charité, eh bien il fallait qu'il aboutisse au bout de la 3e page à l'amour est à réinventer. Ouais, courbette devant la liquette. C'est ça mon gars, excuse-moi. Mais c'est un crime, quoi. Une tache de sang intellectuel, en disait un autre. L'autre est amant. Allez, oublions-le, ce type. Tiens, regardez ce que je vais faire. Moi, j'aime bien les opérations chirurgicales. Mon livre va s'en porter que mieux. De toute façon, j'ai toujours décidé que de ce Haenel, j'aurais jamais rien de lui chez moi. J'enlève la petite postface, préface, postface de merde. Et c'est bon. Et j'ai mon petit Rimbaud qui s'en porte pas plus mal. Maintenant... Eh ben Blanchot, puisque Blanchot c'est ça le crime. Voyons voir si Blanchot, lui, il nous parle de chemise. Je décidais tout simplement de rouvrir La part du feu, 1949. Il y a un petit chapitre là en 3 pages qui s'appelle L'échec de Baudelaire. Puis ensuite, Le sommeil de Rimbaud. Je vous en lis juste une page, on s'en tient là. Et tu comprends, il y a des moments où tu sens, c'est pour Colobert aussi. Il s'agit quand même de le dire. Je ne suis pas le paillasson de ces gens-là. Maurice Blanchot, La part du feu. De Rimbaud, on sait sans doute à peu près tout ce que l'on saura jamais. De temps en temps, nous sont envoyés d'Abyssinie des milliers de vers qui se volatilisent en route. Même Monsieur Renéville, Monsieur de Renéville, n'a pas pu mettre la main sur la chasse spirituelle dont il confirme qu'elle a été écrite au cours du premier semestre de 1872 et qu'il distingue des illuminations. Nous ne disons pas qu'importe, mais il est probable que nous savons sur Rimbaud autant et plus que celui-ci en savait sur lui-même. Bon, c'est pas facile parce que c'est écrit très petit chez Miro. Alors, nous ne rappellerons pas que sa gloire s'est partagée entre les poèmes qu'il a écrits et ceux qu'il a dédaigné d'écrire, entre la poésie qu'il a affirmée et celle qu'il a rejetée. Dès sa mort, le silence gardé par lui pendant 20 ans apparut une énigme ensorcelante. Il s'opéra vivant de la poésie, dit Mallarmé, avec un effroi où il y a de l'envie. Cette énigme, 20 esprits et des plus grands se sont efforcés d'en trouver la clé. Pourquoi? C'est peut-être là ce qui est étrange. Pourquoi paraît-il si surprenant qu'un esprit, bien doué pour les lettres, tout à coup tourne le dos à la littérature, se désintéresse complètement d'une activité où il excellait? Qu'il y ait dans un tel refus, scandale pour tous, montre quelle valeur incommensurable tous attachent à l'exercice de la poésie. Le scandale de Rimbaud a pris plusieurs formes. D'abord, il écrit des chefs-d'œuvre, renonce à en écrire d'autres alors qu'il paraît capable d'en produire beaucoup. Renoncer à écrire,
quand on a donné la preuve qu'on était grand écrivain, ne va absolument pas sans mystère. Ce mystère augmente quand on découvre ce que Rimbaud demande à la poésie, non pas de produire des œuvres belles, ni de répondre à un idéal esthétique, mais d'aider l'homme à aller quelque part, à être plus que lui-même, à voir plus qu'il ne peut voir, à connaître ce qu'il ne peut connaître, en un mot, faire de la littérature une expérience qui intéresse le tout de la vie et le tout de l'être. De ce point de vue, l'abandon devient un bien plus grand scandale. Le poète ne renonce pas à une activité quelconque, ni même à une activité privilégiée, mais à une possibilité qui, lorsqu'elle a été entrevue et poursuivie, ne peut être détruite sans une diminution au regard de laquelle suicide et folie ne sont rien. Et si grand est le respect de l'homme pour la décision d'aller à l'extrême, si grande la certitude que l'on ne peut trahir un tel effort qu'en lui obéissant, que le renoncement de Rimbaud, loin d'être tenu pour une infidélité au mouvement qui l'a inspiré, en est apparu comme le moment supérieur, celui où il a vraiment touché le sommet et qui, à cause d'elle, nous reste inexplicable. Ainsi, avec Rimbaud, non seulement la poésie dépasse le domaine des œuvres et des choses écrites pour redevenir l'expérience fondamentale de l'existence, mais elle s'annexe son absence, elle s'établit sur son refus. Une telle vue est devenue très courante. Peut-être, à se répéter, a-t-elle perdu de sa valeur. On a oublié qu'elle ne valait rien si on ne l'entendait dans toute son ambiguïté, et que, cette ambiguïté sauvegardée, elle ne pouvait plus conserver beaucoup de sens. Dire que l'expérience conduite par Rimbaud à l'époque des Illuminations et d'une saison en enfer l'a menée au silence de Chypre, au trafic du Harar, aux communications de la Société de géographie, veut dire qu'à sa décision de rompre avec la poésie, on ne reconnaît qu'une sincérité d'apparence, puisque aventurier, trafiquant d'armes et explorateur novice, il aurait poursuivi, sous une autre forme et d'une manière plus profonde, les mêmes desseins, le même dérèglement, la même recherche de l'inconnu qu'au temps des splendeurs poétiques. Au contraire, admettons qu'en quittant la poésie, il l'a réellement et définitivement quitté. Attribue-t-on au « je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs » une valeur absolue comme il le faut pour que ce fait ait le sens qu'on lui accorde. Il n'y a alors plus rien à dire de sa seconde existence, car tout ce qu'elle a eu de médiocre est aussi bien le signe de son authenticité que la preuve de son échec. Tout ce qu'elle a eu de banal, parfois de sordide, c'est cela qui nous émeut, nous semble extraordinaire et permet au docteur Fretter, c'est la première édition Pléiade, c'est minable qui venait de paraître, de penser avec vraisemblance que Rimbaud n'a abdiqué que ce qu'il avait déjà perdu. Voilà, le texte continue. Facile à trouver. C'est chez Gallimard. Allez, dossier clos. Mais quand même.